BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gamboa. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble pour parler crypto jusqu'à 15h30 comme tous les jours. On va parler de Bitcoin, on en est où après ce week-end. On va parler de réserves stratégiques, on va parler d'airdrop aussi. On va faire les tops et les flops comme toutes les semaines avec mes invités. Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine. Bonjour Enzo. Ravi de vous avoir dans l'émission. Pauline Armandet est avec nous aussi, journaliste BFM Business. Bonjour Pauline. Et Marvin Scaringella, CEO de Venalabs. Bonjour Marvin, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup pour l'accueil. On est ravis de vous accueillir et on va voir ce que c'est que Venalabs dans un instant. Vous le savez, vous pouvez aussi nous poser toutes vos questions sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. On répond à ces questions le jeudi entre 15h et 15h30 de la plus simple à la plus technique. Vous êtes les bienvenus. Le club BFM Crypto, c'est parti. Et pour commencer, Pauline Armandet, cette étude menée par le Consortium international des journalistes d'investigation publiée aujourd'hui, qui révèle comment deux géants des cryptos, Binance et OKX, ont facilité le blanchiment de milliards de dollars depuis un an. Oui, c'est une étude colossale qui a donc été publiée par ces journalistes. Et ce qu'elle révèle d'abord, c'est effectivement les liens étroits qui existent entre une plateforme financière qui s'appelle WeOne et deux bourses crypto, donc Binance et OKX. Alors que cette plateforme financière, en fait, elle a été désignée comme une plateforme qui facilite clairement le blanchiment d'argent par le Trésor américain en mai dernier. Et en fait, il s'avère qu'entre juillet 2025 et juillet 2024 et 2025, Binance a reçu l'équivalent de 408 millions de dollars en crypto via cette plateforme, et OKX a reçu 228 millions de dollars en crypto également de cette plateforme. Donc ça fait déjà des sommes colossales. Et puis la deuxième information donnée par cette étude, c'est que lors du piratage massif d'1,5 milliard de dollars sur Bybit, on s'en souvient tous puisque c'est l'un des piratages crypto les plus impressionnants et les plus importants qu'il y ait eu jusqu'à présent dans l'histoire de ce secteur, eh bien il y a une part importante des fonds, jusqu'à 800 millions de dollars, qui ont transité notamment par Binance pour être blanchis. Donc ça fait beaucoup d'argent qui sont passés par cette plateforme d'argent sale. Pourtant, les deux plateformes, Binance et OKX, avaient indiqué avoir renforcé leurs mesures de surveillance des transactions illicites après avoir été épinglées par la justice américaine sur ce sujet. Est-ce qu'elles ont finalement fait quelque chose ou pas vraiment ? En fait, c'est vrai qu'elles avaient été épinglées au cours des dernières années et elles avaient un peu renforcé les mesures de surveillance. Binance avait de nouveaux employés, jusqu'à 1200 qui étaient en charge de la conformité, mais visiblement, ils n'ont pas fait assez pour vérifier ces mesures. Et en fait, ce que pointe l'étude, c'est qu'il y a trois raisons principales. Déjà, la première, c'est que les revenus des plateformes proviennent en grande partie en fait des frais de transaction, et donc forcément, plus il y a de monde, plus ça fait des revenus. Et en fait, selon un expert qui est cité dans l'étude, il explique que si les plateformes excluent les acteurs criminels de la plateforme, ils perdent une part importante de leurs revenus. Ils ont donc intérêt à laisser ces activités se poursuivre. C'est vrai que c'est des termes qui sont quand même assez forts. Ensuite, du fait qu'il y ait énormément aussi de flux sur des géants comme Binance et OKX, on peut parler de milliards de transactions par jour, forcément les services de conformité, ils se retrouvent complètement submergés et ils n'arrivent pas à gérer les cas qui sont compliqués. Et là, l'étude évoque des agents qui font des erreurs ou qui se retrouvent dans des positions qui sont compliquées. Et au-delà de ça, c'est vrai que les transactions en crypto, même si elles sont traçables sur la blockchain, aujourd'hui, les forces de l'ordre ont du mal à coopérer aussi avec les plateformes. Déjà parce que les forces de l'ordre ne sont pas très bien formées à ça. Et en plus de ça, on sait que la plupart des fonds peuvent être aussi envoyés vers des portefeuilles anonymes, il y a du mixage. Donc au final, c'est quand même assez compliqué aussi, une fois que ces fonds passent par les plateformes, de les retrouver. On parle souvent de criminalité sur la crypto, on parle souvent de ce genre d'opération. Finalement, est-ce que c'est très important d'avoir découvert ça, ou est-ce que ce sont des montants qui restent minoritaires ? Alors c'est vrai qu'il faut vraiment déconstruire ce cliché selon lequel les crypto-monnaies vont favoriser le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Selon Chain Analysis, en 2024, les échanges illicites ont concerné 0,16%, donc 0,16, c'est vraiment très petit, des transactions sur l'ensemble des transactions de l'écosystème.
Donc ça reste évidemment minoritaire et c'est un pourcentage qui a vraiment tendance à baisser d'année en année, notamment à mesure que les acteurs crypto vraiment sont de plus en plus conformes à ces sujets de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est que ça mettra peut-être justement en valeur les réglementations qui ont été mises en place, les acteurs qui sont peut-être les plus vertueux dans le secteur, Enzo. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi, moi c'est ce que je dis à chaque fois, c'est-à-dire que le blanchiment d'argent n'a pas été inventé avec la crypto, et que ça existait déjà bien avant, et qu'en termes de ratio, en termes de proportion, effectivement, il y a malheureusement du blanchiment d'argent avec les actifs numériques, mais comparé aux monnaies traditionnelles de l'ensemble des pays de la planète, ça reste encore une fois minime. Donc effectivement, aujourd'hui, les forces de l'ordre ne sont pas encore tout à fait prêtes pour pouvoir intercepter, etc. Mais je pense que c'est une voie qui continuera de baisser. Plus les autorités comprendront la manière dont elles doivent communiquer entre elles toutes les informations, le mieux ça ira. Je pense qu'il y a aussi une histoire d'outils. Les outils s'améliorent. De rien, quand on regarde les outils d'il y avait 10 ans qui permettaient justement de tracer ces transactions illicites, aujourd'hui, les outils sont quand même bien meilleurs et ça facilite aussi le travail des personnes qui sont dans la compliance. La réglementation MiCA sert à ça aussi, notamment en Europe, on est un petit peu plus protégé. En tout cas, ces opérations-là sont assez regardées. Deuxième sujet, Pauline. Les banques centrales qui évoluent, on en parle depuis quelque temps, sur les réserves de Bitcoin. La Banque nationale tchèque a acheté $1 million de crypto-monnaies, notamment du Bitcoin et un stablecoin dollar. Oui, alors c'est une info intéressante parce que c'est la première fois en Europe qu'une banque centrale se met à acheter des crypto-monnaies. Et même dans le monde, c'est assez rare puisque aujourd'hui, seul le Bhoutan et le Salvador achètent du Bitcoin, notamment pour leurs réserves. Là, cette fois-ci, pour cette banque centrale, c'est pas un achat dans ses réserves internationales, c'est un achat qui est à part puisque les cryptos, elles sont stockées dans un portefeuille crypto. Mais c'est quand même assez intéressant parce que c'est une opération de marché classique pour cette banque centrale et que l'idée, c'est vraiment de tester les crypto-monnaies, le fonctionnement même de ces actifs. Ouais, l'objectif de cet achat, au final, c'est quoi, Pauline ? Alors, il y a cet aspect... comprendre le fonctionnement des crypto-monnaies, l'achat, la gestion, gestion de la sécurité et autres. Et aussi, c'est intéressant, selon le communiqué, la Banque centrale explique qu'elle veut évaluer, je cite, le Bitcoin décentralisé du point de vue de la Banque centrale et son rôle potentiel dans la diversification de ses réserves. Donc, ça montre quand même l'intérêt que porte cette Banque centrale pour l'arène des crypto-monnaies. D'ailleurs, elle envisage aussi des achats un peu supplémentaires de crypto-monnaies. On ne sait pas si c'est plus de Bitcoin ou d'autres cryptoactifs, mais c'est intéressant. Pour autant, elle n'envisage pas, cette Banque nationale tchèque, d'inclure du Bitcoin dans ses réserves internationales à court terme. C'est pourtant ce qu'avait déclaré son gouverneur en début d'année. Alors effectivement, lui, il s'était vraiment prononcé en faveur de la création d'une réserve nationale de Bitcoin, notamment dans le sillage de Donald Trump et des déclarations qu'il avait faites au mois de novembre. Clairement, là, la Banque centrale indique qu'elle ne veut pas partir sur cette piste-là. On peut le comprendre parce qu'en janvier dernier, déjà, la BCE avait un peu retoqué l'idée du gouverneur en expliquant que seule la BCE avait des réserves sûres et fiables et donc il valait mieux pas que les réserves des banques centrales, que les banques centrales se heurtent à ce type de dispositif. Donc on peut comprendre que par rapport aux déclarations de Christine Lagarde, ils aient du mal à avancer sur le sujet. Mais ils ne s'interdisent pas forcément à cette idée-là. Et après les tests, bien comprendre la blockchain, les crypto-monnaies, ça pourrait être potentiellement une des premières banques centrales à se mettre sur ce créneau. Il y en a qui avancent effectivement malgré l'ombre de Christine Lagarde qui veille derrière Enzo Allo. C'est intéressant effectivement, les banques qui vont s'y mettre, les banques centrales. Bien sûr, c'est vrai que là c'est effectivement le rapport de force qui va s'ouvrir après entre les banques centrales européennes, la Banque centrale européenne et les banques locales. Oui. Je pense que la liberté nationale des pays à pouvoir diversifier leurs actifs, en tout cas leurs réserves, est tout à fait intéressant. Moi j'aimerais que la France fasse pareil, tout à fait honnêtement. Après voilà, ce sont probablement des enjeux que parfois on a du mal, même nous, à comprendre, vraiment, entre les différentes choses dans la manière dont sont gérées les monnaies. Donc pour le coup, c'est très bien qu'il y ait un premier pays qui fasse le pas. Je pense que d'autres le feront dans les prochaines années. Il y a des enjeux derrière, il y a des enjeux énormes dans l'adoption des enjeux d'infrastructure, des enjeux de personnel. Enfin, quand on les écoute, c'est quand même quelque chose qui va vraiment énormément transformer le secteur. Donc c'est bien de prendre du temps pour voir si ça vaut le coup. On va regarder un petit peu le cours du Bitcoin, s'il est disponible. 93 874 $. Ça descend, Ça descend. Marvin. En ce moment, depuis quelques semaines,
on vit une petite baisse. On vit une petite baisse, vous le qualifiez comme ça, on vit une petite baisse. Non, on n'est pas entré en bear market, par exemple. Alors, pour moi, on n'est pas encore rentré sur une phase de bear market. Comment ça se multiplier, les petites baisses? Ça commence à se multiplier, les petites baisses. Je pense qu'on est sur un point de pivot. C'est sûr qu'on peut être sur un moment décisif pour le Bitcoin. C'est sûr que là, si on vit une autre baisse consécutive de 20 ou 30%, on pourrait clairement se poser la question de est-ce qu'on est en bear market ou pas. Aujourd'hui, on a encore quand même des éléments qui sont plutôt positifs. Les États-Unis continue d'avancer dans cette démarche d'aller en faveur de la crypto-monnaie. Et ça, je pense que ça fait du bien pour le marché. On voit que d'autres banques centrales commencent aussi à se positionner sur cet actif. Ouais. C'est devenu aujourd'hui un actif qui est considéré comme une réserve de valeur. Bitcoin, il n'y a pas réellement de souci sur le fait de savoir ou pas dans 10 ans que ça fonctionnera ou pas. Pour d'autres crypto-monnaies, clairement, on peut se poser la question aujourd'hui, mais sur le Bitcoin, on reste très clairement confiant sur les 10 prochaines années. Combien de baisses consécutives pour envisager qu'on est qu'on n'est pas enfin passé, on est passé en bear market? Je pense, là, on a passé quand même 6 mois avec Bitcoin au-dessus de $100 000, ce qui a donné quand même dans la tête des investisseurs un nouveau prix plancher qui pourrait être que Bitcoin coûte entre $80 000 et $100 000 en fonction de la volatilité qu'on peut avoir, ce qui, je pense, aujourd'hui, est un bon prix pour Bitcoin, puisqu'on en parlait juste avant. Si des banques centrales, si des grands fonds commencent à en acheter et qu'on a quand même Bitcoin qui baisse de prix, c'est que forcément, il se passe des choses un peu bizarres. Ce que j'ai regardé, moi, c'est la durée de détention. Aujourd'hui, 61% des Bitcoins donc, qui sont sortis ou aujourd'hui qui ont été créés n'ont pas bougé depuis un an. Donc, c'est-à-dire que c'est sur 40% des Bitcoins qu'on a un petit peu de volatilité, en sachant qu'il y en a 20 qui ne peuvent jamais bouger puisque les clés ont été perdues. Ça montre quand même qu'on a quand même une tendance à ce que les gens thésaurisent un petit peu plus sur le Bitcoin, les gardent sur des tendances plus longues. Et aujourd'hui, en fait, on arrive en fin d'année. On a généralement des périodes de décembre qui sont un petit peu plus volatiles et un peu moins bullish. Les gens vendent tout simplement une partie de leurs actifs les plus risqués, généralement pour se faire plaisir à Noël, pour les vacances, etc. Puisqu'à l'origine, ça reste un marché particulier. Aujourd'hui, il est soutenu par les institutionnels, mais je pense que c'est simplement un rattrapage, qu'on a un effet, en fin de compte, tactique, on va dire, de rattrapage sur Bitcoin. On a eu une année assez intéressante quand même en termes de performance. Rien d'étonnant et de particulièrement stressant, en tout cas pour moi, en termes de gestion d'actifs. Et puis c'est certainement ce que vous direz aux personnes qui consultent Venalabs, c'est que plus ça baisse, plus c'est le moment d'entrer finalement. Exactement, Marvin, très clairement. C'est comme ça qu'il faut le voir. On va parler de Venalabs. C'est un moment pour acheter. C'est un moment pour acheter, clairement. Évidemment. C'est une très bonne nouvelle finalement pour ceux qui se disaient quand il était à 126 000, c'est bon, c'est trop tard, je ne peux plus entrer. Ça y est, on peut entrer maintenant. On a de nouveau une petite fenêtre qui s'ouvre. Psychologiquement, c'est important. Exactement. Effectivement. C'est quoi Venalabs, Marvin? Alors Venalabs, je dirais que c'est l'école que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé la crypto il y a 10 ans. Le principe est simple. Aujourd'hui, on permet à des utilisateurs de venir se former sur différentes blockchains. Nous, on se fait financer par des blockchains pour pouvoir déployer des cours gratuitement pour les utilisateurs. Et à côté de ça, on met en avant la pratique, parce que mine de rien, je pense qu'aujourd'hui, pour apprendre son métier, peu importe lequel, l'investissement fonctionne de la même façon. Il faut pratiquer. Il faut essayer. Il faut essayer. Oui. Il faut aller interagir avec tout ce qui arrive sur ce marché, que ce soit des protocoles, n'importe quoi. Et l'idée, c'est simple, c'est de permettre à ces utilisateurs de pratiquer, mais d'être récompensés pour leur pratique. Et c'est ce qu'on appelle un airdrop. Ouais, on va voir ce que c'est effectivement. Ça veut dire qu'il y a deux aspects pour Venalabs. Qui est l'utilisateur, le profil d'utilisateur qui s'inscrit pour avoir des cours? C'est du jeune qui veut prendre un peu des risques, qui veut savoir ce que c'est. C'est des gens qui sont en reconversion, qui veulent faire ça pour du patrimoine. C'est quoi? Alors, je pense qu'il y a des curieux. Il y a beaucoup de curieux aujourd'hui qui nous rejoignent et qui ont envie d'apprendre et de comprendre cette technologie. Mais il y a aussi des gens qui sont un peu plus experts, qui connaissent, on va dire, ce monde, qui savent qu'il y a des opportunités qui existent. Ces opportunités, c'est justement ces fameux airdrops, ces distributions de jetons gratuites faites par les protocoles. Et du coup, on a quand même une partie de notre clientèle aujourd'hui qui vient spécialement pour cette partie du site, pour justement obtenir toutes ces récompenses et venir potentiellement recevoir le prochain Hyperliquid. Donc, on va rappeler ce que c'est qu'un airdrop, effectivement, de la distribution de crypto-monnaies gratuites, faites par des projets, des nouveaux projets, tout type de projets. Tout type de projet. J'aime bien imager le propos en comparant ça à un système de fidélité. Aujourd'hui, on va chez Carrefour, pour chaque euro dépensé, on gagne 1 point. Et on va dire qu'au bout de 100 euros, vous allez gagner 100 points que vous allez pouvoir convertir en 10 euros. Dans la crypto-monnaie, c'est intéressant, parce que du coup, là, vous pouvez dépenser 10 euros et cette fois-ci potentiellement gagner 100 euros. Et en fait, c'est ça aujourd'hui un airdrop. C'est des points de fidélité qui récompensent les premiers utilisateurs d'une plateforme et qui les récompensent justement avec des crypto-monnaies. Les premiers utilisateurs, c'est-à-dire qu'on est vraiment au début du projet et qu'on mise un petit peu sur la viabilité de ce projet et la confiance. Exactement.
Et sur quel type de crypto on fait des campagnes airdrop? Alors, globalement, tout. Il n'y a pas réellement de règles. Surtout, c'est quelque chose qui évolue encore aujourd'hui. Par exemple, il y a encore 2 ans, les airdrops les plus connus étaient les airdrops de blockchain, on va dire des Layer 2, comme on a vu, Arbitrum, Optimism, ZK Syncera. Aujourd'hui, la tendance, elle évolue. On voit notamment des PerpDex, des plateformes de trading comme Binance et OKX, duquel on parlait justement en début d'émission, qui s'ouvrent de façon décentralisée. On peut parler d'Hyperliquid, d'Asterdex, et qui permettent à des utilisateurs de venir trader de façon décentralisée. Et ça, c'est une nouvelle traîne en ce moment et qui rapporte, on va dire, beaucoup dans cette thématique airdrop, parce que le dernier qui a effectué un airdrop, le plus connu, on va dire, c'était Hyperliquid. Ouais. Il a distribué quand même 5 milliards de dollars. Ça commence à faire des montants qui sont intéressants. Et récemment encore, on a eu un concurrent qui est d'ailleurs sur la plateforme de Binance, sur la Binance Smart Chain, qui est Asterdex, et qui a distribué 600 millions de dollars, ce qui est colossal. C'est des chiffres qui sont énormes. Mais alors, comment on fait pour gagner des tokens? Ça se passe comment? On fait quoi? Il faut être curieux. Il faut venir cliquer, comme on dit, sur des boutons, venir essayer, venir interagir avec ces nouveaux outils. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à farmer des airdrops, je l'ai fait involontairement. Je l'ai fait parce que je m'intéressais à ces technologies et surtout que j'avais envie d'apprendre des nouvelles qui arrivaient. Et en fait, c'est simplement de la pratique, aller pratiquer au bon endroit et surtout sur ce qui est nouveau. Et aller pratiquer sur ces nouvelles plateformes peut aujourd'hui nous permettre de recevoir des récompenses. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet à des étudiants, pour moi être étudiant, on peut être étudiant à 50 ans comme on peut être étudiant à 20 ans, ça permet à ces étudiants de financer leur apprentissage. Et ça existe que dans la crypto et c'est magique. Est-ce que ça stimule réellement l'adoption des cryptos? Je pense que c'est effectivement très intéressant pour les projets d'avoir cette publicité, d'avoir des campagnes comme ça, mais est-ce que pour les utilisateurs, ceux qui s'y mettent, est-ce que c'est intéressant pour eux spécifiquement? Alors, je pense que ceux qui arrivent au tout début, ça reste quand même compliqué. Il y a une phase d'apprentissage, un moment comme tout, on ne peut pas être le meilleur quand on arrive au début. Je pense que c'est une bonne façon de motiver les utilisateurs pour continuer à effectuer leurs devoirs et de continuer à être curieux. Mais aujourd'hui, dire si c'est un énorme levier d'adoption, je ne sais pas. Je pense que forcément, on a réussi à permettre à des utilisateurs de venir s'intéresser à cette thématique grâce à ces airdrops. Mais quand même, la plupart des gens qui aujourd'hui farment ces airdrops, qui veulent recevoir ces fameuses crypto-monnaies, c'est des gens qui sont déjà sur le marché, qui connaissent déjà ce secteur. Je me trompe peut-être, je sais pas. Non, du tout. Mais voilà, aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose qui est quand même à destination, surtout des personnes qui sont dans la crypto-monnaie. Enzo, je ne vais pas poser la question à Marvin, mais est-ce que d'après vous, ça stimule justement, oui, je pense ça a ce rôle de stimuler l'adoption? Très intéressant pour ceux qui sont curieux, qui veulent pratiquer. En revanche, je considère quand même que c'est du marketing pour une blockchain ou une crypto, en tout cas pour se faire connaître, et que on peut voir ça de différentes manières. Je suis un peu plus dur sur ces choses-là, puisque beaucoup d'airdrops, fin de compte, servent un petit peu à créer une hype autour d'un projet qui n'en aura pas eu à la base par sa technologie ou par sa proposition de valeur, et je préfère avoir un projet pour lequel la valorisation va augmenter, pas par une hype ou par une envie d'avoir des jetons et de les farmer, etc., de manière gratuite, mais plutôt parce qu'il y a un réel intérêt sous-jacent, une proposition de valeur qui va faire qu'on aura une valorisation qui sera plus saine en termes de montant, plutôt que des projets marketing. Effectivement, on est au tout début, donc on ne sait pas où est-ce que ça va aller, ça reste des projets. Donc on peut les choper par des parachutages, des airdrops, ce genre de choses. Mais il ne faut pas non plus se dire que c'est ce qui va vous rendre riche. Et c'est une manière, moi, je trouve très agressive de rentrer sur un marché ou pas mature, pour le coup, de manière assez limitée, parce que c'est gratuit. Mais ça demande du temps et ça demande effectivement de bien maîtriser. Donc c'est vrai que pour le coup... Pour terminer, Marvin. Ça demande du temps, mais aujourd'hui, tout est possible. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités qui existent et c'est possible de farmer des airdrops en déployant très peu de capital. Même quelqu'un qui souhaiterait découvrir, en commençant même avec des blockchains qu'on dit en testnet, qui sont totalement fictives, c'est faire des transactions gratuites qui potentiellement peut rendre éligible à un petit airdrop. Ça va être 100 ou 200 $, mais ça reste être récompensé pour avoir cliqué sur des boutons. Allez voir sur Venalab. Voilà. Informez-vous, vous verrez si vous êtes l'investisseur qu'il faut pour tester effectivement ces airdrops. Enzo, il nous reste quelques minutes, les tops et les flops. On commence par les tops pour cette semaine. Alors les tops, en numéro 1, on a Telcoin cette semaine avec plus 101% malgré ce marché un petit peu remué. Donc, ils viennent d'avoir un agrément bancaire aux US pour pouvoir du coup faire de transfert d'argent en particulier via du mobile money, donc tout ce qui va être via des téléphones. En revanche, attention, les 10 plus gros portefeuilles possèdent 54% de tous les jetons et 1
portefeuille détient 35% des jetons. Ah oui ? Donc, extrêmement concentré. Il va faire la pluie et le beau temps. Donc, pour cette raison-là, je ne recommande pas trop d'aller sur ce genre de crypto. En deuxième, on a AB, plus 25%. Alors là, c'était pour moi inconnu au bataillon. Je ne vais pas vous parler exactement de ce que ça fait, puisqu'il y a une stat à retenir, c'est qu'il y a un portefeuille qui détient 97 des jetons cette fois-ci. Donc c'est de la manipulation plutôt à fuir. Mais sinon, vous pouvez regarder, c'est tout ce qui est IoT. En troisième crypto-monnaie assez connue de ceux qui sont sur le marché là depuis très longtemps, qui s'appelle Uniswap, qui est un DEX dont justement on parlait juste avant. Ils viennent de faire une proposition de mise à jour du réseau avec un protocole qui s'appelle Unification, donc qui vient de Uniswap du coup, et qui va permettre de pouvoir développer de nouveaux protocoles en tout cas sur tout ça. Donc petite reprise ce matin sur Uniswap, plus 14%. Et si on passe au flop maintenant ? Exactement, les flops. Alors, un qui était la semaine dernière dans le top, Internet Computer ICP. Donc, pour ceux qui voudraient savoir un petit peu plus ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. On est à moins 31% cette semaine. On était à plus 88% la semaine dernière. Je rappelle, c'est moins 98% depuis le début. Voilà, c'est un projet assez particulier qui n'est pas spécialement, je trouve, très intéressant. On a ensuite en numéro 2 Canton Network, environ moins 29% sur la semaine. C'est une blockchain qui n'a pas de supply maximum, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un nombre de jetons infini. Donc en termes de valorisation, c'est quelque chose qui risque de toujours être un petit peu bougé sans avoir... En fait, c'est un peu comme l'euro. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, toute cette impression monétaire. On a à peu près ce truc-là pour Canton Network. Sinon, ça permet la tokenisation d'actifs. Donc on va dire une thématique qui reste intéressante. En dernier, protocole que j'ai trouvé le plus intéressant parmi les 3 du flop, qui s'appelle Virtual Protocol, moins 26% en revanche. C'est tout ce qui est Web3, IA agent, intelligent. Concentration relativement OK, c'est-à-dire que les 10 plus gros portefeuilles possèdent 47% des jetons. Alors, ça reste quand même assez élevé, mais comparé à ce qu'on voit dans le marché, parfois, c'est assez intéressant. Donc, je pense qu'il y a une correction sur ce token due à on va dire une petite baisse sur tout ce qui est IA, tokenisation, qui étaient les thématiques qui ont poussé les dernières semaines, les derniers mois. Donc voilà pour ce top et ce flop. Ce top et ce flop que vous pouvez retrouver évidemment sur nos réseaux sociaux et notre appli avec Enzo Allo plus ou moins toutes les semaines. Merci à tous les 3. On va se diriger, parce que c'est la journée de Choose France, vous le savez. On va se diriger vers la Maison de la Chimie avec Guillaume Paul, et qui est en direct avec son invité Thomas de Richebourg, le président de Richebourg Environnement. Je vous retrouve juste après. Thomas de Richebourg avec nous, bonsoir. Bonjour. Directeur général de la branche environnement du groupe de Richebourg. Bien sûr, on est dans le recyclage des services aux collectivités. Vous contribuez à l'effort de guerre aujourd'hui avec une annonce. Qu'est-ce que vous annoncez ? Alors aujourd'hui, déjà, le groupe de Richebourg, c'est un groupe familial, il faut quand même le repréciser, qui a été créé par mon grand-père. On est présent sur tout le territoire national, on a plus de 250 sites en France, et aujourd'hui, dans le cadre de Choose France, on annonce 7 gros projets industriels au sein des territoires pour un montant de 130 millions d'euros et avec une création d'emplois de 200 personnes. Recyclage, 7 projets, c'est le plomb, le cuivre, c'est beaucoup de choses. C'est le plomb, le cuivre et surtout un projet d'envergure aussi, avec une association qu'on a fait avec LG Solutions électriques, qui est l'un des plus gros, j'ai pas dit comme il fallait, ce qui est l'un des plus gros constructeurs de batteries au monde, et sur lequel on a créé une joint venture ensemble, sur lequel on va traiter la black mass des véhicules électriques. Donc là, on prend de l'amont, parce que c'est pas maintenant qu'on traite les batteries électriques, puisqu'il n'y a pas encore de fin de vie de la voiture électrique, mais par contre, c'est pour dans 5 ans, dans 10 ans, où on aura une technologie qui sera prête pour faire le recyclage des batteries électriques. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à beaucoup de chefs d'entreprise. Pour rebondir sur ce que disait le ministre Lescure ce matin, il a dit bravo, merci et continuez. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, comme certains chefs d'entreprise, je vais regarder à 2 fois, peut-être aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs pour délocaliser, pourquoi pas une partie de mon activité? Non, c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que nous, on est un groupe français, on investit depuis 70 ans en France, et nous, on n'attend pas forcément les subventions du gouvernement pour investir. Nous, on est à fonds propres très souvent. On investit là dans nos métiers où on doit investir. Alors évidemment qu'il y a une morosité, une inquiétude, ça on ne peut pas le nier, on le voit bien. Déjà au sein vous le voyez sur votre activité, vous? Ah ben, on le voit évidemment, on voit les gens aussi où il y a moins de consommation, moins d'achats d'électroménagers,
moins d'achat de véhicules. Ça, on le constate. Mais en même temps, vous savez, on fonctionne toujours par boucle. Là, on est comme ça parce qu'on est peut-être au plus bas, mais à un moment donné aussi, les choses, elles vont remonter et elles vont se refaire parce que l'épargne des Français, elle est là. Hein. Quand on est inquiet, on consomme plus rien. Elle est là, mais elle est sous cloche. Elle est sous cloche, sous le lit. Mais par contre, à un moment donné, quand les feux seront verts, vous allez voir, tout va repartir et tout va on va partir dans tous les sens. Et qu'est-ce qui fera que les vœux sont ouverts pour vous? Est-ce qu'il y a un game changer à attendre dans les prochains mois? C'est-à-dire que quand il y aura une stabilité du gouvernement, ça c'est sûr que ça va rassurer. Une stabilité aussi géopolitique, parce qu'on parle de la France, mais il n'y a pas que la France. Hein. Vous n'avez qu'à regarder BFM TV, et puis vous voyez que partout dans le monde, il y a quand même des problèmes dans tous les pays. Donc tout ça, c'est pas... Et vous êtes impacté par les droits de douane, notamment américains, vous l'avez signalé. Alors nous, on est plus ou moins impacté par les droits de douane, mais notre activité, elle est très franco-européenne. Donc on est très en Europe. On a des structures aux États-Unis, mais nous, on s'occupe beaucoup de la France et de l'Europe. Bon, en guise de conclusion, on n'ira pas voir du côté des voisins européens, voir si l'herbe est plus verte. Pour vous, c'est la France? Alors, c'est la France et aussi les Sans pays... condition. Sans condition, mais c'est aussi les pays dans lesquels on est implanté. Nous, on est en Allemagne, on est en Espagne, on est en Italie, on est au Portugal, on est en Hongrie et en Roumanie. Donc nous, on est quand même un peu partout en Europe, mais surtout 70% de notre chiffre d'affaires en France. Thomas de Richebourg, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. Merci à vous. Voilà, Guillaume Paul qui est au salon de la Maison de la Chimie pour ce salon Choose France, et vous allez avoir comme ça quelques informations, quelques interviews en direct tout au long de l'après-midi sur BFM Business. Je vous remercie d'avoir suivi le club BFM Crypto. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.